Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique consacrée à Kimetsu no Yaiba, une nouvelle fois avec le 5e épisode. Voilà, donc cette fois-ci c'est un épisode transitoire, donc il n'y aura pas forcément beaucoup de choses à dire au niveau de l'animation, parce que c'est très très calme à ce niveau-là. Par contre, il se passe énormément de choses comparé au précédent épisode. Donc on s'était quitté au dernier épisode, l'épisode 4, avec Tanjiro qui coupe la tête du démon. Là, on commence cet épisode cette fois-ci avec un flashback justement sur ce démon qui... on apprend comment plus ou moins il a eu cette rancœur, il est devenu un démon apparemment, c'est ça qui lui a fait, Voilà, fait devenir, se transformer. et du coup, enfin, on le voit se transformer en démon, et on voit qu'il a mangé son frère, et qu'en mangeant son frère, en fait, il finit par oublier les souvenirs qu'il a de son frère. Donc du coup, ça pourrait presque faire un parallèle avec la sœur de Tanjiro. Si des fois elle venait à le manger, peut-être qu'elle l'oublierait, je sais pas, mais c'est... Ouais, à noter aussi que Tanjiro arrive à ressentir plus ou moins ça, hein, donc il a un pouvoir, je sais pas exactement c'est comment, encore une fois son nez qui est magique, et il peut absolument tout ressentir, et il ressent donc de la tristesse vis-à-vis du démon, le démon qui se met à pleurer à la fin, parce qu'il voit justement le visage plein de compassion de Tanjiro. Ça rappelle un petit peu les débuts de Bleach, hein. Je sais pas si tu te rappelles d'ailleurs, à un moment, Ouais. quand on a vu l'épisode, je fais un petit peu la blague, c'est quand qu'il va aller à la Soul Society, parce que là c'est affronter des démons avec un héros qui peut ressentir les pouvoirs de... C'est vrai que Enfin, là, ça rappelle le Grand Fisher, le premier C'est gros ça. holo dans Bleach, là, qui avait tué... Il avait tué la mère d'Ichigo, justement. Ah ouais. Et du coup, là, ça fait aussi un parallèle avec le héros, parce que là, il a tué les disciples de Urokodaki. Mais du coup, ouais, ça fait un petit peu pareil. Donc le gros démon qui apparaît un petit peu au début de la série pour mettre des bâtons dans les roues. Petite chose à préciser, c'est que pendant donc, il faisait l'épreuve, pendant qu'il tapait des démons, du coup, Tanjiro essayait de trouver un moyen de sauver Nezuko. Donc il posait des questions à tous les démons. Ouais. Il les questionnait, il prenait des infos, un petit Oui, peu alors à la que Phoenix Wright. les démons, c'est des NPC, des mobs qui Oui, t'attaquent voilà, et ils répondent pas. Donc. Ils veulent juste le tuer sans pitié, et du coup, ils ont pas vraiment l'envie de parler. Tanjiro a réussi la sélection finale avec 3 autres personnes. On ne sait pas ce que les autres sont devenus, s'ils sont morts, s'ils ont abandonné en cours de route. Donc voilà, 3 autres personnages avec des designs assez particuliers, donc on peut se douter que ce sera des personnages assez importants pour la suite. Alors parmi eux, on a... Bon, on n'a pas vraiment leur nom, hein, mais Pour l'instant, on les a pas. Voilà, mais on a le rageux. Le rageux de service, alors c'est assez marrant, hein, Ouais. ça, parce qu'il est doublé par Nobuhiko Okamoto, qui est un petit peu le doubleur officiel de tous les rageux, Ouais, les adolescents prépubères. Par exemple, Bakugo dans My Hero Academia, Accélérateur dans Toharo Majutsu, enfin voilà, c'est vraiment une grosse voix de rageux, Nobuhiko Okamoto. Et là, pour le coup, ça lui va bien. Un adulte qui a une voix de prépubère, hein, Oui. qui monte dans les aigus très vite. Alors, on a un petit blondinet aussi, donc lui on le voit dans le générique, on sait qu'il va être principal. Donc un petit blondinet qui lui a la voix d'Hiroshimono. Là, lui c'est plutôt la voix des débiles habituellement. Bah, ça colle encore une fois parfaitement parce que c'est le personnage comique. Hein. Ouais. On le voit dans l'opening, on se doute que ça va être un sidekick, c'est-à-dire qu'il va être important, qu'il va être dans l'équipe des héros, et que ça va être le personnage un petit peu le comique relief de la série. Exactement. Il est très... comment dire, il pense souvent qu'il va mourir, on ne sait pas pour quelle raison. Il se demande pourquoi il est toujours vivant en fait. Pour faire simple, c'est un petit peu le Usopp de la série, quoi. C'est un petit peu le gars qui va être un petit peu froussard, qui va toujours être un petit peu Tsukumi, parce que quand, par exemple, on va mettre un exemple, le héros il va prendre une décision inconsidérée, il lui va toujours dire « Mais non, mais tu es fou de faire ça !» Ça va être exactement ce genre de phrase. On l'a pas vu énormément, mais on se doute que ça va être ça. C'est encore une fois des personnages très clichés, c'est du shonen classique, quoi. Et ensuite, le dernier personnage, très mystérieux, donc une jeune fille, qui ne parle pas du tout, donc on ne peut pas savoir quelle voix elle a. Mais voilà, donc assez mystérieuse, on n'en sait pas plus. Donc les organisatrices annoncent donc qu'ils ont passé l'épreuve, qu'ils vont donc rejoindre les profondeurs des démons, et qu'ils vont avoir le grade le plus bas. Donc on détaille tous les grades, il y a 8 grades différents, donc ils auront le grade le plus bas. Forcément. Et donc là, pour commencer, ils vont se pouvoir offrir une tunique, ils vont devoir choisir leur acier pour se faire livrer un katana, donc 10 à 15 jours, hein, les délais de livraison, hein, c'est pas Amazon. Hein. C'est pas Amazon Premium. Non, il faut le fabriquer quand même, il faut pas déconner. Voilà, mais du coup, ils doivent choisir leur acier. Alors le rageux, il est pas content, lui il veut juste le katana, il dit « Je veux mon katana, je veux mon katana !» Il agresse même les organisatrices. Les organisatrices, il prend par la tête, et Tanjiro, d'ailleurs, il a un passage assez badass en disant « Tu la lâches ou je te pète le bras ?»
Donc ça c'est assez stylé. Mais d'ailleurs, la brune dans les organisatrices, elle a la voix de Yuki Aoi. L'autre, je sais plus. Yuki Aoi, d'accord. Ouais, Yuki J'avais pas Aoi, remarqué du tout. Qui est une voix, une doubleuse très très connue. Mais voilà, donc après Tanjiro, là, il calme un petit peu le jeu. On leur donne aussi des corbeaux de liaison qui vont lui permettre donc de transmettre des messages. D'ailleurs, le blondinet, le personnage un petit peu comique, il a un moineau. Il a pas de corbeau, il a un moineau. Et ensuite, il y a une petite transition avec un personnage qui a l'air d'être le chef, justement, de l'organisation. Sûrement, enfin, ces suppositions-là... On le voit de dos, donc voilà. on voit pas son visage. Bon, par contre, il a la voix de Toshiyuki Morikawa, donc forcément, c'est la voix du 4ème Hokage dans Naruto, donc on se dit, ouais, peut-être... Surtout Kira Yoshikaye, hein. Ouais, dans JoJo's. Meilleur perso. Mais du coup, il dit quelque chose de très intriguant. C'est que là, c'est pas une erreur de traduction ou quoi, il dit vraiment ça en japonais, c'est que il y a eu 5 survivants à la sélection, alors qu'on en a vu 4 à la fin. Donc il y en a un caché. Ouais, il y a un perso caché. Ouais. Il y a un personnage caché, exactement. Ensuite, on retourne sur Tanjiro, qui a beaucoup de mal à rentrer chez lui, parce qu'il a passé 7 jours de souffrance, voilà. Ah oui, avec une canne, il galère. Et il galère à mort, et donc finalement, il arrive à rentrer donc dans la cabane d'Urokodaki, avec surprise, sa sœur debout. Voilà, qui défonce la porte. Qui défonce la porte et qui vient lui faire un petit câlin. Et du coup, Urokodaki, lui, il sort aussi, il fait « Oh, bien joué, les larmes d'homme !» Ouais, d'ailleurs, je trouvais ça un petit peu bizarre, on l'avait pas signalé lors des précédentes vidéos, mais c'est vrai que Urokodaki, à la base, c'est un personnage très sérieux, tu vois, un petit peu sévère, même carrément sadique, comme quand on voit les épreuves qu'il fait, hein, où l'élève peut mourir tout simplement, voilà. Ouais, mais il le disait dans le dernier épisode parce qu'il voulait qu'il échoue. En fait, il voulait pas qu'il participe. Il faisait exprès d'être dur pour pas qu'il l'envoie à la mort, en fait, comme ses autres élèves, quoi. Et en fait, voilà, c'est un tsundere, il cache bien son jeu, et c'est un vieux papy tsundere qui adore ses élèves et qui est super tendre, en fait, voilà. Alors, Urokodaki explique à Tanjiro, justement, par rapport à Nezuko, que se plonger dans son sommeil lui permettrait de remplacer le fait de manger de la chair humaine. Donc ça lui permettrait de recouvrir ses forces à la place de manger des êtres humains. Donc elle recharge les batteries, quoi. C'est ça. 15 jours plus tard, donc un homme vient livrer le katana de Tanjiro. Voilà, UPS qui passe. Aganezuka, il s'appelle. Du coup, il se trouve que c'est le forgeron également, donc il vient livrer lui-même. Et il est assez espiègle. Il est assez espiègle comme personnage, donc il a un masque très comique, avec une bouche qui va de travers et tout. Oui, c'est des masques un petit peu de kabuki. Et donc quand il voit Tanjiro, il espère que sa lame brillera d'un rouge éclatant. On sait pas pour quelle raison. Parce qu'il faut savoir que... parce qu'en fait, il dit qu'il a les cheveux rouges, les yeux rouges, donc c'est un enfant du feu, etc. D'ailleurs, c'est marrant à quel point Tanjiro est à côté de la plaque, parce qu'il dit « Non, moi je suis le fils de Tanjiro », et il dit le nom de ses parents, quoi. Je suis pas un fils du feu, quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Pour le changement de couleur des katanas, il faut savoir que les sabres du soleil, comme ils les appellent, changent de couleur par rapport à son propriétaire. Donc dès que le propriétaire le sort de son fourreau, la lame change de couleur, et donc aura une couleur qui va définir sûrement sa personnalité, quelque chose en lui. Et donc là, le héros dégaine son épée pour voir la couleur, et, tout le monde s'attend à un rouge, et l'épée devient noire. Ouais, l'épée devient noire. D'ailleurs, ça rappelle un petit peu... moi, ça me fait penser un petit peu au Bankai de Ichigo, par exemple, le katana noir. Encore une fois, une référence à Bleach. Non, mais ça fait penser à énormément de mangas où les héros sont très ténébreux, ont des pouvoirs des ténèbres, du mal. On pense par exemple à Black Clover. Mais surtout, devinez quoi? La couleur noire est très très rare. Tiens. Bon, évidemment, le forgeron, lui, est un petit peu dégoûté parce qu'il voulait voir un rouge, donc il attaque. Tanjiro fait non, il faut que ça soit rouge. Et du coup, l'épisode finit à ce moment-là quand il y a un corbeau qui rentre et qui parle. Qui parle déjà. Donc il transmet un message à Tanjiro et il lui dit voilà ta première mission. Tu vas aller à la ville du Nord-Ouest. Il y a des filles qui disparaissent dans cette ville. Donc en fait, il y a une fille qui disparaît par nuit. Et du coup, sa mission, ça va être de trouver le démon qui sévit là-bas et de le tuer. Et ça finit comme ça. Alors sur l'animation, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Bon, ça reste magnifique, hein. Les 5 premiers épisodes sont vraiment incroyables, hein. Que ce soit, voilà, c'est toujours pareil en fait, c'est fait comme un film. Alors on le disait dans la précédente vidéo, où il y a 2 vidéos, je me rappelle plus, les épisodes ont été diffusés au cinéma auparavant, donc les 5 premiers seront
ont été déjà faits à l'avance, Voilà. en fait, donc ils ont eu le temps d'être peaufinés, etc. Donc là, on Exactement. aura la vraie réponse à partir du prochain épisode. Voilà. On verra si la qualité sera au même niveau, quoi. Bon, comme on n'a pas trop de trucs à dire sur la technique de cet épisode, j'ai envie de faire un petit parallèle par rapport à ces 5 premiers épisodes. C'est que l'animé me fait beaucoup penser sur la réalisation à l'animé de Tales of Zestiria The Cross. Du coup, l'adaptation animée de Tales of Zestiria. Bah, en même temps, c'est normal parce que on sait que déjà à l'époque, il travaillait sur les Fates, Ufotable, et en parallèle Tales of Zestiria. Donc là, on peut imaginer que c'est les mêmes équipes de Tales of Zestiria qui travaillent évidemment sur la série. Vu que Fate est toujours en production mais également. ça se ressemble, même, je sais pas, le Chara Design, s'il avait déjà travaillé sur Tales of Zestiria, on le confirmera peut-être un petit peu plus tard, mais ça se ressent surtout au niveau des profils, par exemple les nez, tu sais, en trompette, comme ça, qui remontent, hein. les nez bien pointus, etc. Oui, non, ça se ressent vraiment, il y a une réalisation. Et aussi dans les combats. Dans les combats, il y a vraiment cette impression de puissance, mettre plein d'effets, mais avec vraiment un effet... je sais pas trop comment l'expliquer, mais on a l'impression que quand un démon met un coup, le héros il se fait éjecter à 3000 km, quoi. Et dans Tales of Vesperia, justement, dans l'animé, il y avait ce genre d'effet de surpuissance qu'on voit assez rarement dans les animés de nos jours. Mais voilà, du coup cet épisode adapte une nouvelle fois 2 chapitres, ça ne changera pas, je pense que ce sera toujours 2 chapitres par épisode. Si on continue à ce rythme, je pense qu'à 13 épisodes on sera à la fin du tome 3, donc bon, ça peut adapter pas mal, mais après il faut voir si ça continue, on verra bien. Bon, on a vu déjà 5 épisodes, je pense que ça suffit pour se faire un avis global de la série. Vous l'aurez compris, c'est plutôt bon, c'est du très très grand classique, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans les codes purs et durs du shonen, surtout du shonen jump, et c'est là qu'on voit un petit peu, je trouve, en fait, que les mangaka travaillent en collaboration avec les éditeurs. Ça, on le signale pas assez souvent, parce qu'on souvent on apprécie les mangaka pour leur talent, etc. Mais jamais les éditeurs. Et là, on voit que l'éditeur, il apporte sa touche. Final, on voit les ressemblances avec Bleach, avec certains autres mangas, les débuts très 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 classiques. Attention, classique, ça veut pas dire que c'est mauvais, ça veut pas dire que c'est soporifique. Oui, mais comme tu le dis, c'est très classique, mais moi ce que je trouve assez incroyable, c'est que un animé peut vraiment sublimer une histoire classique. Par exemple là, en manga, bon, c'est bien découpé et tout ça, le dessin n'est pas fameux non plus, mais là, l'animé, c'est bien fait, la musique qui te rajoute également énormément d'intensité, surtout que là elle est ultra épique avec Yuki Kajura et Yugo Shina, c'est le top tier de la musique japonaise, et en plus de ça, des doubleurs qui sont investis, qui sont vraiment très très bons. Le Natsuki Anai pour Tanjiro, il donne tout, il est incroyable. Enfin bon, vous avez compris qu'on a kiffé, hein, évidemment. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, vous abonner, la cloche et compagnie. Bref, à très bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye. À bientôt.